Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Il court le temps vers les grands examens officiels 2021. Dès l'entame de ce journal, le dossier du soir fait le point. Les dernières astuces, le rappel des dates majeures. Le baccalauréat est sur la scène dès ce prochain lundi, le 7 juin. Il court encore les prix de certaines denrées alimentaires sur le marché. Les viandes de bœuf et de poulet donnent du fil à retordre aux ménagères. Explications et perspectives dans l'enquête du soir. Elle court et fait des heureux en Bulgarie surtout. La petite reine est en fête au Cameroun. Le 17e tour cycliste international en était à sa 4e étape ce mardi. En page des sports, nous irons retrouver nos correspondants pour les nouvelles du jour sur le parcours Loum-Limbe. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Nous sommes le mardi 1er juin 2021. Vous le savez, les Jeux sont faits pour l'année scolaire en cours. Le calendrier annuel s'achève en fait la semaine prochaine pour les élèves du primaire et du secondaire. Le dossier du soir va faire le point de ce chronogramme jusqu'aux examens officiels. Après le coup d'envoi de la saison avec le Common Entrance et le concours d'entrée en 6e, le train s'est définitivement ébranlé. Des épreuves sportives du BEPC ce mardi jusqu'à la mer des batailles. Ce sera le baccalauréat qui démarre ce prochain lundi 7 juin. État d'esprit au sein de la communauté éducative en quelques chiffres, c'est avec Agnès Solange à Bessolo. Plus d'1 million de candidats inscrits aux 27 examens et concours officiels des enseignements secondaires au Cameroun. Alors que le programme scolaire est couvert à 85% actuellement, l'on observe une reprise efficiente des cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest grâce au déploiement du Distance Education. Relativement avec l'enseignement primaire et maternel, près de 600 000 candidats sont inscrits aux examens officiels. Nous sommes pratiquement à plus de 95% de couverture des programmes et nous avons encore un mois. Et nous pensons que l'année scolaire en elle-même s'est vraiment bien déroulée, contrairement aux années précédentes. Il y avait beaucoup plus de sérénité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ça veut dire qu'on peut régulariser désormais l'année scolaire comme elle était auparavant. Dans le sud-ouest et le nord-ouest, les candidats aux examens officiels ont été enregistrés dans tous les arrondissements, ce qui n'était pas le cas en 2020. Des mesures spécifiques ont été prises pour la sécurisation des centres d'examen dans ces deux régions. Le dispositif logistique aussi est prêt. Et vous venez de l'entendre, ce sont donc environ 1 million de candidats qui sont ainsi sur le pied de guerre pour les BEPC probatoires et baccalauréat 2021. Ambiance très studieuse dans les classes de révision, comme le constate dans cet établissement visité ce mardi notre reporter Daniel Menanga. Mise en condition progressive pour Djacha et ses camarades, chaque cours spécial est un pas vers l'examen. Je me sens bien. Le matin, on se lève, on se lave et on vient en classe étudier. Chaque matin, on va à la chapelle pour prier avant de revenir en classe. On apprend puis on va au réfectoire pour manger avant de revenir continuer. À la Christian Comprehensive Secondary School, c'est stage bloqué pour les GCO et A-Level. BEPC et baccalauréat sous système anglophone. On prend les révisions des examens passés et des autres concours. Et cela nous aide beaucoup pour la préparation pour notre examen final. Nous assurons aussi que nous avons recensé des questionnaires d'autres établissements
afin de traiter les épreuves. Et quand ils ne sont pas en révision avec le prof, les classes se constituent en plein air. Et toujours dans le souci du respect des mesures barrières. Malgré la pandémie à coronavirus et ses défis, les stratégies d'études produisent des résultats dans cet établissement à régime internat. Plus de 80% de réussite à la session 2020 dans les GCO et A-Level. Et voici cette même préoccupation qui revient à chaque saison. Comment donc aborder avec sérénité ces examens officiels? L'angoisse et le stress s'installent dans l'esprit de certains candidats, surtout chez ceux-là qui ont attendu ces derniers moments pour tout assimiler. Des erreurs et bien d'autres qu'il faut absolument éviter, selon certains enseignants rencontrés par notre reporter Sidoine Monkam. Voici quelques conseils et quelques astuces. Les officiels ont une attitude singulière en ces veilles de composition. Stress, angoisse et même des difficultés de concentration. Chacun d'eux cherche la bonne formule pour rester zen jusqu'au jour J. Il y a toujours cette peur, c'est naturel. Mais ce que nous disons à nos élèves, c'est qu'il n'y aura rien qui va dépasser ce que vous avez déjà appris en classe. C'est pour cette raison qu'on les dit de venir à l'école chaque jour. Parce que les dernières révisions, surtout après les examens blancs, vont beaucoup les aider. Maximiser les séances de révision des programmes scolaires en y associant des recherches personnelles, des efforts supplémentaires pour ces candidats qui doivent également éviter les dangers du surménage. Ils doivent beaucoup se reposer. Les enfants doivent s'organiser avec l'aide de leurs parents. Même les petits querelles de la maison, que les parents cessent à les faire devant les enfants. Une bonne préparation nécessite aussi une bonne discipline et de la concentration. Cette quiétude limiterait d'éventuels égarements, des erreurs de dernière minute. Que les enfants cessent de tremper les pieds comme nous faisons dans le temps à l'université. Ils veulent étudier tout maintenant. Ça ne va rien les faire du bon. Avec le petit emploi du temps, vous révisez. Dès que la tête se sent fatiguée, laissez. Les postulants aux examens officiels 2021 ne rêvent qu'à leur réussite. La bonne préparation reste le secret du succès. Et voilà qui est bien dit. À présent, la grande enquête du soir, nous sommes au cœur du panier de la ménagère tout au fond. Pour dresser ces constats, la viande de bœuf et du poulet est de plus en plus rare à cause d'une certaine inflation des prix sur les marchés. Le poulet d'1,5 kg, par exemple, se négocie entre 3 000 et 8 000 francs CFA. Le kilo de viande de bœuf, lui, est passé de 2 400 à 2 800 francs sans eau. Explication sur ces évolutions qui stressent les ménages. C'est une enquête que signe Barbara Padjama. Le poulet et le bœuf ont foulé au pied le panier de la ménagère. Leur carcasse est actuellement hors de prix. 2 400 francs le kilo de viande de bœuf avec os et 2 800 francs sans os. Une hausse de plus de 200 francs CFA tantôt. Les dernières réunions que nous avons faites au niveau du ministère du Commerce avaient demandé à tous les acteurs, dont la SODEPA, de maintenir le niveau des prix qu'on a depuis les 2 dernières années. Donc nous sommes effectivement surpris de voir que ce prix est en train de se modifier sur le marché. La surprise est vice-versa. Les consommateurs se plaignent, les bouchers aussi, qui crient à la non-fluidité de l'approvisionnement qui arrive du Tchad et du Soudan. Même si la SODEPA, elle, a gardé l'équilibre de ses services sur la balance. Nous n'avons pas du tout augmenté, même du franc symbolique, le coût des services que nous offrons à ces bouchers. Nous restons toujours dans les orientations qui ont été données par le ministre du Commerce au nom du gouvernement. 2200 francs CFA et 2400 francs CFA le kilo avec os et sang. Voilà leur contribution pour la ration. Et la volaille alors, qui pour déplumer l'inflation? On compte pourtant beaucoup de fermiers. Pour l'élever, il faut avoir du poussin. Si vous n'avez pas du poussin, la ferme est vide. Alors vous n'avez rien à mettre sur le marché. Pourtant la demande, elle est là. La solution penche autre part. La solution nécessite un accompagnement de l'État. Parce qu'il faut affréter les avions, par exemple, pour importer des œufs à couver, ou bien pour importer les poussins parentaux. En attendant d'autres moyens qui se remettent dans le pipe, on devient pour un temps végétarien. Ça vous dit ?
pas du goût de tous. Barbara. Nous allons à Douala pour le lancement ce mardi de l'enquête sur l'emploi dans le secteur informel. La collecte des données ainsi ouverte par l'Institut national de la statistique est la 3e du genre. L'opération devrait permettre d'évaluer ce secteur informel et ses mutations. José Gaëtan Changa est à Douala. 11 ans après la dernière enquête sur l'emploi et le secteur informel au Cameroun, l'Institut national de la statistique poursuit ses investigations sur l'évolution du travail. 270 agents prospecteurs font un maillage dans les 10 régions pour un échantillon de 10 786 ménages. Ce que nous recherchons, donc, c'est les différents indicateurs qui ont été présentés. Le principal indicateur est le taux de sous-emploi. Combien de chômeurs nous sommes? Est-ce que les jeunes participent beaucoup plus au marché de l'emploi que les vieux? Quelle est la place de la femme? Les données collectées serviront à améliorer la politique de l'emploi de l'État et des collectivités territoriales décentralisées. Les ménages sont appelés à ouvrir leurs portes aux enquêteurs du 10 mai au 10 juillet. Nous avons engagé les autorités administratives, les autorités traditionnelles, les autorités religieuses et les leaders d'opinion. La 3e enquête sur l'emploi et le secteur informel s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Et dans ce même domaine, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Chiroma Bakari, procédait ce mardi au lancement du programme de formation pour 480 candidats au métier de l'agroalimentaire, de l'entrepreneuriat et de la mécanique automobile. Le programme de 3 ans, baptisé Archipelago, est le fruit de la coopération entre la Chambre de commerce, d'industrie et de l'artisanat du Cameroun et la Chambre des métiers des pays de la Loire en France. Le reportage, Christelle Fouda. Rallier l'Europe via la Méditerranée à la recherche d'un mieux-être, et ceci souvent au péril de leur vie, c'est le choix de nombreux jeunes Camerounais. Pour pallier cette situation et encourager ces derniers à rester au bercail, la Chambre de commerce a la solution tout trouvée. Ce programme, c'est pour financer la formation de jeunes pour près de 300 millions de francs CFA. Et il ne s'agit pas d'un fonds de prêt ou d'un fonds bancaire, non. Il s'agit d'un fonds qui va permettre de financer la formation de ces jeunes. 2 ans durant, 480 jeunes des régions de la Damawa, du littoral, de l'ouest et du centre seront formés dans les domaines de l'agroalimentaire, l'entrepreneuriat et la mécanique automobile. Ceci avec le concours du Minefop et la Chambre des métiers de l'artisanat des pays de la Loire en France. L'Union européenne a compris la nécessité de sédentariser les jeunes Africains dans leurs pays respectifs. Et pour ça, donc, il faut mettre en Afrique, il faut placer en Afrique des centres de formation professionnelle qui donneront des métiers à ces jeunes, qui trouveront donc des emplois, qui seront donc créateurs de richesses et d'emplois. Le projet, qui va contribuer à booster le taux emploi jeune, entre dans sa phase d'implémentation dans les jours prochains. Washington et Yaoundé évaluent leur coopération dans la lutte contre le paludisme et le VIH-Sida. Ce mardi, l'échange entre le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et la chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, Madame Vernelle Trim Fitzpatrick, ont porté sur les améliorations de la prise en charge des malades. Ce sujet et d'autres encore étaient évoqués au cours de l'audience que la diplomate américaine résume ici dans une interview avec Cyril Kingé Mbépé. Nous avons le plan pour investir plus de 100 millions de dollars dans le secteur, dans 2 projets en particulier. Un projet pour lutter contre le sida, un autre projet pour lutter contre le paludisme. Les 2 projets représentent une partie de le grand investissement des gouvernements américains dans le secteur sanitaire pour aider le peuple camerounais. L'autre sujet, c'est le plan pour améliorer le climat d'investissement ici au Cameroun. Sur nos routes, peut-être celle-ci un peu moins chère désormais grâce à cette stratégie d'entretien durable des routes en terre au Cameroun, une stratégie qui est en gestation en ce moment même au ministère des Travaux publics. La première mouture de ce projet est en effet au centre d'un séminaire de vulgarisation qui se déroule par visioconférence depuis ce mardi à partir de Yaoundé. Les enjeux de ces travaux avec Rodrigue Bertrand Tueno.
Le réseau routier camerounais est long de près de 122 km. Près de 114 000 km de ce linéaire est en terre. Une part du lion qui pousse le ministère des Travaux publics à leur accorder une attention particulière. La route en terre qui a reçu un investissement financier énorme, après 2 ou 3 pluies, n'existe plus. Comment donc faire pour tirer sa durée de vie? Il s'agit donc de réussir à stabiliser la route en terre à partir des matériaux existants dans la localité concernée. Et c'est le travail que nous avons fait avec un certain nombre d'experts techniques, des laboratoires privés, sur l'élite du laboratoire national du génie civil. Et une stratégie a donc été élaborée au ministère. Il s'agissait aujourd'hui de la vulgariser et d'obtenir son éventuel enrichissement dans la mesure où, par un retour d'expérience, on pourra soit aller dans un sens ou dans l'autre. Pour cette première journée, les participants sont penchés sur les routes en terre des 3 régions septentrionales du pays. Celles du littoral, du sud-ouest et de l'ouest meubleront la deuxième journée. D'autres bonnes nouvelles qui nous viennent du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. Ce mardi, en effet, 4 grossesses à haut risque ont été menées à terme, à bon terme devrait-on dire, au CRACER. 4 nouveau-nés qui portent à 260 le nombre total de bébés à l'actif très éloquent de cette institution hospitalière. Joseph Clément Ongba. Le CRACER, qui assure près de 30 000 consultations gynécologiques par an, dispose également d'un circuit approprié de suivi des grossesses à haut risque. Conscience de la gravité, on oriente vers les différents gynécologues parce qu'il y a des grossesses à haut risque. Ce sont des grossesses qui sont susceptibles de présenter des complications. Avec 6 blocs opératoires, des laboratoires multifonctionnels, une maternité et d'autres commodités techniques, le protocole thérapeutique scié à la cause. Nous avons des moyens paracliniques qui nous permettent de surveiller ces grossesses-là. Nous avons par exemple ici le monitoring, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une machine qui permet d'évaluer le bien-être fœtal pendant que l'enfant est dans le ventre. Dans les salles d'accouchement, des lits spécialisés. On modifie le lit et se transforme en lit d'accouchement, comme vous voyez là. On ramène ceci à l'intérieur. À ce moment, la dame est en position d'accouchement. En cas de nécessité, la maman a ici la possibilité d'accoucher sous péridurale. Lorsque la patiente a une dilatation à peu près en 4 cm, nous installons un cathéter et à ce moment-là, la douleur disparaît pratiquement totalement. Bonne nouvelle ce mardi, 4 nouveaux bébés sont nés au CRACER. 2 garçons et 2 filles, dont le 260e bébé FIV en 5 ans. Le CRACER poursuit sereinement son odyssée glorieuse en attendant l'ouverture prochaine de sa pharmacie et l'acquisition d'un mammographe pour une prise en charge optimale des pathologies cancérologiques. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Évaluation de la lutte contre le coronavirus en mode décentralisé. Ce soir, nous allons à Limbé, la ville balnéaire du sud-ouest Cameroun, où le rythme des activités vaccinales serait désormais satisfaisant selon les responsables sanitaires dans la région. Nous allons voir cela ce mardi à l'hôpital régional de Limbé, où se trouve déjà notre reporter Évariste Eyenga et son invité. Et c'est dans la mouvance de ce tour cycliste que nous vous suivons à travers le tour également sur le coronavirus. Bonsoir Évariste.
Bonsoir Adèle, c'est en marge du cyclisme. Limbé vit aussi la vaccination contre le coronavirus Covid-19. On essaye de le voir avec les responsables de l'hôpital général de cette zone balnéaire. Limbé, nous recevons Franck Zouna, il est médecin interniste. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Limbé vit la vaccination contre le coronavirus. Est-ce qu'on peut avoir une idée de où l'on en est? Le centre de vaccination de l'hôpital régional de Limbé a été lancé le 16 avril 2021 par le ministre de la Santé en présence du gouverneur et des autres autorités. Et depuis ce jour, nous vaccinons régulièrement la population et le staff du lundi au vendredi. Et c'est un processus qui se continue et tout se passe bien pour le moment. Quelques chiffres peut-être, combien de personnes vaccinées, le personnel médical? Nous sommes à peu près, concernant le personnel médical, nous avons à peu près 5% du personnel du centre de santé qui est vacciné. Et des jours à venir, nous comptons augmenter le nombre de personnels soignants. Merci à vous, docteur Franck Zouna, interniste dans cet hôpital régional de Limbé. Vous l'avez donc noté, la vaccination, elle avance à grands pas ici dans cet hôpital. Et un hôpital qui est situé dans une zone ouverte sur le continent, zone frontalière évidemment. Même les mouvements de la frontière sont aussi concernés par cette surveillance de l'épidémie. À vous le plateau. Merci Évariste et bonne suite sur le tour cycliste et le tour des nouvelles également sur cette prise en charge du coronavirus. À présent, la région du Nord-Ouest, nous allons vivre la gratitude du nouveau directeur général adjoint de la Société nationale des mines, la Sonamine. Gratitude exprimée au président de la République et à Dieu par Fru Jonathan. Le nouveau directeur général adjoint entouré des siens à Santambey dans la Mésame pour une messe d'action de grâce que nous fait vivre Michel Renaud-Hanja. Avait fait à Santambey dans la Mésame. Fru Jonathan, fils du coin, nommé directeur général adjoint de la Sonamine, est venu communier avec les siens. La messe d'action de grâce célébrée pour l'occasion a réuni nombreuses personnalités ainsi que des fidèles. En remerciant le Christ, l'élu du jour a traduit sa reconnaissance au président Paul Biya pour cette marque de confiance. Dernière minute, j'étais appelé à faire valoir mes droits à la retraite et par la grâce de Dieu, par la largesse du président Paul Biya, j'ai été rappelé pour servir mon pays. Ça m'a donné l'espoir, ça m'a donné beaucoup de raisons pour dire merci à Dieu. Et c'est pour ces raisons que je suis revenu pour dire merci ici chez moi en Bé, avec ma famille, avec toutes les populations. Fru Jonathan a remis 8 millions de francs CFA pour la poursuite des travaux de la paroisse de Santambey ainsi que du matériel de lutte contre le Covid-19. Il existe désormais une amicale des anciens de l'église presbytérienne camerounaise. Le bureau élu de cette nouvelle association était présenté dimanche au cours du culte de clôture à la paroisse Galilée à la rue Manguier, ici à Yaoundé. Le président de cette nouvelle association est le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications, l'ancien d'église Philémon Zozam. Étienne Pascal Azeg raconte la cérémonie. Oui, je le promets. Voici les 12 apôtres appelés à conduire le tout premier bureau de la toute première amicale nationale des anciens d'église. Le président national de l'amicale s'est fixé pour objectif la remobilisation dans les rangs des anciens d'église. Nous avons pour devoir d'assurer tous les anciens d'église du Cameroun de l'épée que le mouvement est désormais en vie. Nous voulons dire que c'est plutôt un mot d'ordre de refondation. Chants et prières sont élevés au cours de ce culte qui marque également la clôture du congrès de la toute première amicale des anciens d'église à la paroisse Galilée à rue Manguier à Yaoundé, c'est dimanche 30 mai 2021.
Martin Rissouk Amoulon n'est plus l'ancien procureur général près la Cour suprême du Cameroun, est décédé la nuit dernière au centre des urgences de Yaoundé des suites de maladie. Un haut commis de l'État qui s'en va ainsi après 50 années de bons et loyaux services passés dans le système judiciaire essentiellement, dont 25 années en qualité de procureur général près cette Cour suprême. Et c'est la consternation et la tristesse ce soir au domicile du défunt. Nicole Doudou. C'est un haut magistrat faisant valoir ses droits à la retraite depuis 2014 qui a tiré sa révérence dans la nuit du lundi 31 mai 2021. Dès l'annonce du décès de Martin Rissouk Amoulon, balai des anciens collègues, amis et connaissances à sa résidence au quartier Bastos à Yaoundé pour des mots de réconfort à la famille du roman éprouvé. Le rassembleur n'est plus. Il faisait que dire qu'il est très fatigué. Il nous a fait appeler, nous l'avons amené au curie et il a été pris en charge. Mais il s'est avéré qu'il y a eu un problème respiratoire. On lui a mis masque à oxygène, on a fait un massage cardiaque, on a essayé de le ramener à la vie. Tous les efforts possibles ont été fournis par l'équipe médicale, mais hélas, il a rendu l'âme. Né le 12 mars 1939 à Dan par Bafia, dans le Mbam et Unubo, région du centre, Martin Rissouk Amoulon a occupé de prestigieuses fonctions dans le système judiciaire. 50 années de service dans la magistrature, dont 25 en qualité de procureur général près la Cour suprême du Cameroun. Les leçons d'une vie. Beaucoup d'humilité, une extrême générosité. Il prenait l'amour. Et moi, je taquinais un peu en disant, ouais, mais c'est aussi dans les actes. Mais il disait, écoutez, il faut d'abord parler d'amour et après, ça vient dans les actes. 82 ans de vie pour un baobab de la machine judiciaire sur terre, rempli de bons et loyaux services au profit de la nation camerounaise. Les condoléances du 20h30 à la famille judiciaire camerounaise et à la famille naturelle du défunt. La suite du projet de Arc James, il s'agit de cette association des Afro-Américains au Cameroun qui présentait donc ce projet ce mardi à Yaoundé. Il s'agit de l'un des plus grands monuments du monde qui est en gestation dans la ville de Kribi. Monument en hommage à la mère de l'humanité, l'Afrique. Ses promoteurs étaient donc auprès du ministre des Arts et de la Culture. Occasion pour Bidongpat et ses hôtes de revenir sur l'état d'avancement et la portée de cet ouvrage qui entend donc rendre à l'Afrique une partie de ce qu'elle a offert à l'humanité. Je vous propose d'entendre ici le président Afrique de Arc James, un extrait sélectionné par Christelle Beina Nkomolone. La mère de l'humanité, c'est un projet, c'est aussi une vision. La mère originelle du monde était africaine. Donc il faudrait revenir reconnaître ce fait-là et rétablir cette mère-là à la maison, rétablir l'Afrique comme le berceau de l'humanité. Au-delà du fait que le monument est un monument dans sa forme, c'est un immeuble avec 55 maisons culturelles africaines autour d'elle, des musées, des écoles, il y a une valeur spirituelle. Hier à Kribi, le peuple de Kribi m'a dit qu'ils sont prêts. Est-ce que le Cameroun est prêt? Nous continuons donc de passer ces messages-là au peuple camerounais parce que c'est ça le plus important, au-delà de l'immeuble et des maisons culturelles qui y aura autour de l'immeuble. Le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, échangeait ce mardi avec le journaliste et désormais écrivain Martin Camus Nimb. À son note, le commentateur sportif est venu offrir avec beaucoup de plaisir un coffret contenant son tout premier livre intitulé Debout. L'histoire d'un vrai miraculé, l'échange riche entre les deux hommes de médias, la dédicace du livre et les déclarations d'admiration réciproque, c'est dans ce reportage de Karé Sessiane. Plus jeune, on le surnommait déjà Charles Ndongo. Un destin prémonitoire qui se concrétise aujourd'hui avec cette rencontre au 11e étage de la tour de Mbaladeux. Le journaliste sportif Martin Camus Nimb, debout près de son idole. Je crois que si je suis debout professionnellement, c'est parce que j'ai passé mon temps à puiser des énergies dans son talent. Que je sois à côté de Charles Ndongo en train de lui remettre un coffret, pour moi, c'est la preuve vraiment que je suis alors debout. Comme un passage de témoin, cette dédicace intime de son tout premier ouvrage, Debout, l'histoire vraie d'un miraculé. Une émotion partagée par le directeur général de la CRTV. Il est venu dire, dit-il,
l'admiration qu'il a pour ma modeste personne, pour mon modeste parcours, moi je lui retourne une admiration égale, sinon supérieure, parce que formidable dans ses interventions, ce sont les introductions. Quand il met le décor en place, c'est un moment de rêve. Professionnel confirmé, Martin Camus-Mime a commenté les matchs pour plus de 50 télévisions francophones des Coupes du Monde 2010 et 2014. Il est depuis 2013 le président directeur général de RSI, la première radio sport et musique en Afrique centrale. Félicitations Martin Camus et merci pour ce grand moment de congratulations mutuelles. La page des sports et on va mettre le compte à rebours en marche, plus que 7 jours maintenant et ce sera la fête du handball féminin africain à Yaoundé, la 24e édition de la CAN Senior Dames de handball et on nous dit que à 7 jours tout va pour le mieux sur le front des préparatifs. Ce mardi, le ministre des Sports opérait cependant les derniers réglages au cours d'une réunion dont Germain Noël et Sengue rendent compte maintenant. Ce sera la première fois que la CAN handball se jouera à 12, un format qui oblige le Cameroun, pour l'attractivité et d'excellence des événements internationaux, d'élever le niveau. Toutes les dispositions ont été prises, nous serons prêts. Et comme l'a dit le ministre, notre équipe se prépare avec beaucoup de sérénité aussi, donc tout laisse croire que nous allons avoir une belle CAN. Les premières délégations arrivent ce mercredi. 3 sites d'hébergement ont été réservés. Des bus climatisés aussi, dont le modèle ici présenté pour le transport des équipes. Le président du COCAN Handball a prescrit la gagne à la FECAHAN. Monsieur le sénateur, vous recommandez de trouver le moyen pour qu'elles abordent la compétition avec confiance, envie de vaincre, détermination, fighting spirit, pour reprendre cette formule chère au président Paul Biya, et qu'elle puisse remporter le trophée à l'issue du match de clôture de la compétition. En ville, l'événement fait déjà l'objet des annonces. Le Cameroun et la Confédération africaine de handball discutent en ce moment d'une jauge pour la présence des spectateurs au palais polyvalent des sports. Vivement que cela arrive. Et les sports, ce soir au 20h30, c'est également les nouvelles du 17e Tour cycliste international du Cameroun et la victoire à l'étape Loum-Limbe qui aura encore échappé aux 12 coureurs camerounais. Le vainqueur est un Bulgare une fois de plus. Celui-ci s'appelle Borislav Ivanov. Autre fait majeur, Clovis Kamzon Abesolo, notre meilleur coureur, est toujours à quelques 2 secondes du maillot jaune. Nous allons retrouver sur la route du Tour Évariste Yenga, l'envoyé spécial. Le maillot jaune change de porteur à la 4e étape, mais il reste français. Alexandre Léonien de Martigues Sport Cyclisme est le nouveau titulaire de la meilleure performance au classement général. Mais le Français a pourtant terminé 16e de la 4e étape. Cependant, le plus rapide au terme des 129,9 km entre Loum et Limbe est plutôt Borislav Ivanov. Le Bulgare a couvert la distance en 3 heures, 22 minutes et 13 secondes. Les Camerounais, eux, courent toujours après leur première victoire d'étape. On va tout faire aussi. Bon, on va continuer à travailler pour offrir aux Camerounais ce qu'ils attendent, le maillot jaune et aussi une victoire d'étape. Clovis Kamzon Abesolo reste toujours à proximité de ce maillot jaune, avec un retard de 2 secondes maintenu sur ses 2 prédécesseurs, Alexandre Léonien, premier, et Jordan Andreev, deuxième. Occasion de rattrapage ce mercredi à la 5e étape, un circuit fermé de 109,6 km avec pour point de départ et d'arrivée l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Et c'est la fin de ce 20h30, le journal préparé avec la collaboration de Cyril King Mbepe et de Augusta Ngononga. Retrouvez immédiatement sur cette antenne la suite des vigiles et de la surveillance sur le front du combat contre le coronavirus au Cameroun.
Aimé Robert Biyina et ses invités sont avec vous dans quelques secondes seulement dans une émission spéciale consacrée donc à la situation épidémiologique du Covid-19 au Cameroun. Très bon débat, très bonne soirée sur toutes nos antennes et à demain 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Bonjour mon frère, bonjour. Tu sais que tu as ma personne. Et toi?